Jeudi 15 janvier 2026, Yulia Shukhan, politologue, directrice d'études à l'EHESS, dont les recherches portent sur les solidarités citoyennes, particulièrement féminines, lors du Maïdan et de la guerre du Donbass, était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Elle y présentait son ouvrage paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Citoyennes soignantes, guerre, femmes et fabriques du commun en Ukraine. La rencontre était animée par Natacha Laurent, historienne, spécialiste de la Russie et de l'histoire du cinéma. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence. Nous accueillons ce soir Yulia Shukhan. Nous sommes ravis de l'accueillir pour la première fois, n'est-ce pas Yulia ? Oui, merci. Première fois à Toulouse et à Ombre Blanche pour son nouvel ouvrage qui s'appelle Citoyennes soignantes, guerre, femmes et fabriques du commun en Ukraine et qui a été édité par la Maison des Sciences de l'Homme. Alors, je présente très rapidement Yulia et puis tu corriges si la présentation ne va pas. Chercheur, on va dire, en sociologie politique. Et en même temps, le livre s'inscrit dans une démarche qui est aussi une démarche d'ethnographie, donc on en parlera tout à l'heure. Tu es spécialiste de l'Ukraine et tu as écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Génération Maïdan, donc ça c'est important. Et je suis allée aussi me rafraîchir la mémoire sur la thèse que Yulia Shukhan a soutenue et qui était déjà, donc il y a une vingtaine d'années, sur le personnel politique communiste en Ukraine et en Biélorussie à la fin, en fait, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc voilà, pour faire un petit peu la généalogie scientifique de notre invité. Voilà. C'était il y a longtemps. Oui, non, mais c'est juste pour établir le lien. Ce livre, il est très particulier, il est formidable parce qu'il y a à la fois, c'est ce que je disais à Yulia tout à l'heure, c'est à la fois un livre scientifique, donc avec une démarche scientifique qu'elle nous expose, et en même temps, c'est très incarné. Donc, c'est vraiment un des destins que l'on suit, dont Yulia va pouvoir parler, des destins de femmes en guerre et engagées. Voilà. Alors, on commence peut-être par le début, Yulia, et par une ville qui est très importante, et après on parlera de ta démarche, qui est Kharkiv, puisque c'est là que tu t'installes en fait pendant un certain temps, et c'est ton terrain d'étude. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Kharkiv pour nous, Français du Sud-Ouest ? Merci déjà pour la présentation. Merci aussi à Ombre Blanche pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous voir nombreux ce soir à la présentation. Donc Kharkiv est une ville du nord-est de l'Ukraine. Souvent, en fait, les images qu'on associe à Kharkiv, si on commence au 19e siècle, c'est une ville intellectuelle. Une grande université, l'université Karazine, fonde la vie intellectuelle de Kharkiv. C'est aussi une ville qui fait partie, si on est dans le 19e, de l'Empire tsariste, de l'Empire russe. Donc ces dynamiques de domination impériale qui s'exercent sur les territoires ukrainiens. Et c'est une ville, en fait, qui va être propulsée sur le devant de la scène au début des années 20, puisque ça va devenir la première capitale de l'Ukraine bolchevique, soviétique, plus tard, donc telle qu'elle est façonnée suite aux révolutions de 1917. Et c'est une ville aussi, dans les années 20, une ville de grande créativité, à la fois intellectuelle, artistique, architecturale, avec un certain nombre de monuments de l'époque, et notamment, je pense à Держпром, un grand bâtiment en centre-ville, l'incarnation du constructivisme de l'époque. Et Kharkiv aussi, si je fais des sauts comme ça dans l'histoire, Kharkiv telle que moi je la connais, j'ai découvert pour la première fois dans le cadre d'une autre recherche. Je travaillais sur les élus de la Rada, le Parlement ukrainien, et je venais voir comment les élus travaillent en circonscription. Donc je suis venue à plusieurs reprises au début des années 2010 à Kharkiv, à l'époque dominée par le Parti des régions, sous la présidence de Viktor Yanukovych, plutôt une ville ancrée dans cette culture de pouvoir beaucoup plus autoritaire, en tout cas le soutien qu'elle apportait à l'époque, mais aussi une ville où il y avait ce noyau intellectuel très fort et qui cherchait dans une ville dominée par cette culture russe et soviétique, une ville russophone, d'incarner et de porter en fait l'ukrainité à l'intérieur, même dans un milieu qui souvent était hostile à ces personnes-là. Et en fait, cette mobilisation des citoyens et citoyennes d'Ukraine très attachés à l'Ukraine précisément et opposés à la fois aux tendances autoritaires et aussi à ce lien très fort que certains voulaient maintenir avec la Russie. On le voit en 2004, la Révolution orange. Il y a une grande mobilisation à Kiev, certes, mais dans d'autres villes ukrainiennes. Et Kharkiv
accueille aussi ces rassemblements. Et ensuite, en 2013-2014, l'hiver 2013-2014, donc la révolution de la dignité, Maïdan, mouvement démocratique d'opposition précisément aux tendances autoritaires à l'époque du président Yanukovych, et aussi d'opposition à ce modèle d'autoritarisme que la Russie incarne, la Russie qui soutient à l'époque ce président. Et à Kharkiv aussi, donc, il y a ce noyau d'Euromaïdan qui se réunit près de la statue de Taras Shevchenko, écrivain ukrainien, et qui cherche à défendre à la fois les valeurs de la démocratie, mais aussi les valeurs de solidarité, puisque c'est à partir de ce moment-là que va se structurer aussi ce réseau et qui se déploiera aussi dans le contexte de la guerre. Il se trouve que 3 femmes sur les 7 que je suis dans le livre faisaient partie d'Euromaïdan Kharkiv, donc participaient à ces rassemblements. Et ensuite, au moment où la ville bascule dans l'insurrection, donc il y a toute cette séquence insurrectionnelle entre mars et mai 2014, quand d'un côté, il y a un certain nombre, grand nombre de militants russes et pro-russes qui se mobilisent et qui cherchent à faire basculer Kharkiv du côté de la Russie, et des militants du Maïdan, donc qui essayent de défendre la ville avec des accrochages et des violences qui se déploient dans la ville au printemps 2014. Et donc dans cette séquence-là, ces femmes commencent à s'occuper des blessés et s'engagent cette histoire de l'association Sœurs de la Miséricorde dont je parle dans le livre. Alors, est-ce qu'on peut déjà, avant de parler de cette association, parler de ta démarche pour comprendre comment toi tu as réussi, parce que il y a 7 femmes. Tu vas nous expliquer comment tu les as choisies, peut-être pas tout, parce qu'on ne va pas tout raconter ce qu'il y a dans le livre non plus. Mais comment tu as choisi ces 7 femmes et comment tu as conduit finalement cette très longue enquête ethnographique, parce que c'est pas juste un mois, c'est sur la durée aussi. L'histoire peut être longue, ça dépend où je la commence. En fait, le livre que tu as évoqué, donc Génération Maïdan, il porte précisément sur ces formes d'engagement citoyen sur le Maïdan. Dans mes projets précédents, j'ai beaucoup travaillé sur les élites politiques, tu l'as souligné. Maïdan m'a fait changer de perspective. J'ai été vraiment impressionnée par les mobilisations de gens très ordinaires, très éloignés de la politique institutionnelle et de leur façon de faire société, de se mobiliser et de défendre leurs valeurs. Et donc, Génération Maïdan, c'est toute une série de portraits en fait que j'ai saisis sur Maïdan et je raconte les trajectoires de différentes personnes. Il se trouve que j'ai été beaucoup aussi. Je retournais entre mes séquences d'enseignement à l'époque à Paris-Nanterre et la mobilisation à Kiev. J'ai été attirée comme d'autres par cette mobilisation et donc j'ai été beaucoup sur place et je raconte dans le livre l'histoire d'engagement ordinaire. En 2014, au moment précisément où cette agression russe sous diverses formes prend déjà place dans les différentes villes et commence la guerre de la Russie contre l'Ukraine, je voyais que la société, ou je pressentais que la société allait vivre des transformations extrêmement profondes et je cherchais ma place de sociologue. D'où est-ce qu'en tant que chercheuse, je peux raconter l'histoire de la société ukrainienne. Donc pour moi, il était hors de question d'aller dans la tranchée et être du côté des combattants. Je considérais que ce n'était pas ma place. Mais je voyais ces phénomènes de bénévolat dans la suite du Maïdan et donc de ces engagements citoyens ordinaires se déployer et se mettre en place. Et donc tout l'été 2014, à l'automne 2014, j'ai beaucoup voyagé en Ukraine et j'allais vers ces nouvelles formes d'associations citoyennes, les personnes qui s'occupaient des déplacés internes, puisqu'il y a eu les premiers flux de déplacements suite au début de la guerre dans les régions de Donetsk et de Luhansk, à l'est et sud-est de l'Ukraine. J'allais aussi vers des formes de solidarité avec les lignes de front, donc des personnes qui collectaient des dons, des vivres, et qui les envoyaient au front par solidarité avec l'armée. Et à un moment, donc je cherchais de cette façon-là, un terrain, une association éventuellement, en tout cas un groupe d'individus que je pourrais suivre. Et c'est un peu au hasard de mes déplacements. Donc je suis allée en février 2015 à Kharkiv avec une collègue et c'est pour la première fois que j'ai rencontré ce groupe. Donc on s'est rendu à l'hôpital militaire de Kharkiv. Il y a un des grands centres de soins médicaux militaires donc à Kharkiv et c'est comme ça qu'on est venu. Et j'ai été certainement, je me souviens de cette séquence jusqu'à aujourd'hui, j'ai été bouleversée, je pense, par l'intensité des liens, par l'engagement, par le sacrifice aussi auquel ces femmes consentaient en s'occupant des blessés et en s'occupant moins de leurs proches aussi à l'époque. Et donc je suis retournée les voir au mois de mai 2015 et c'est là où comme on dit en sociologie, j'ai commencé à négocier un peu l'accès, au sens je voulais rester. Je voulais continuer à suivre ce groupe de bénévoles. À l'époque, ils étaient beaucoup plus nombreuses, femmes engagées auprès des blessés, puisque Kharkiv est devenu un centre d'accueil
et de soins médicaux aux blessés donc de la guerre limitée à l'époque à l'est de l'Ukraine. Et donc, en fait, je suis devenue bénévole moi-même. À l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui venaient, surtout des femmes, qui proposaient leur service aussi, qui venaient régulièrement retourner à l'hôpital. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'est ainsi que je suis restée au sens où j'ai élaboré un dispositif particulier. Bien sûr, j'avais mes enseignements en France, donc je devais rentrer, mais j'essayais de retourner tous les 2 mois. Au début pour des périodes longues, jusqu'à 2 mois, et ensuite c'est devenu plus court. C'était plutôt des séjours enfin ça dépend, en été ça pouvait être beaucoup plus long effectivement, mais c'était plutôt des séjours de 3 semaines, 2 semaines. Et en fait, je suis restée, quand je dis que je suis restée, je suis littéralement restée au sens où moi-même j'ai eu du mal à sortir de cette dynamique de groupe et de ce soin porté par ces femmes, et je me demandais mais à quel moment je vais m'arrêter. Ce bénévolat hospitalier, est-ce que je l'ai déjà saisi, est-ce que je l'ai déjà compris, et sociologiquement je peux le restituer et expliquer. Un peu cette image du rideau qu'on utilise en sociologie en fait. Vous avez l'impression de connaître le phénomène, mais il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le rideau. Est-ce que j'ai déjà tiré le rideau et du coup dévoilé un certain nombre de choses, et il se trouve que je continue à y retourner, mais en soi la recherche est terminée. Donc ça veut dire que tu commences en 2015 et tu considères que tu termine la recherche quand ? Le Covid a marqué une longue pause, bien évidemment, mais en sachant qu'entre 2015 et 2019, début 2020, j'ai quand même fait énormément de séjours. J'ai fait 19 séjours, 19 retours à l'hôpital. Ça veut dire que j'ai aussi développé des relations, bien sûr, amicales. Surtout que le groupe s'est rétréci avec le temps. Et donc, c'est pour ça que dans le livre, je suis la trajectoire de cette femme, ce noyau dur de l'association. Oui, avec le Covid, il y avait impossibilité de voyager, mais j'ai continué à échanger avec elle via les réseaux sociaux, ou encore via nos communications plus directes. Et j'ai pu y retourner ensuite en 2021 à 2 reprises, juste avant l'invasion à grande échelle. Mais je pense que oui, l'enquête s'est arrêtée avant l'invasion. Puisque l'invasion a fait beaucoup aussi à ce groupe. On ne va pas le dévoiler peut-être, ou je peux le dire à la fin aussi, ce que ce groupe est aujourd'hui. Mais en tout cas, il continue à agir à l'hôpital militaire de Kharkiv. Donc c'est une opération en immersion complète avec des limites, au sens où je ne pouvais pas rester longtemps sur place, donc il y a toujours cette question de distance. Mais mon objectif, c'était de devenir une bénévole et de faire en sorte d'effacer la distance qui nous séparait, même s'il y a bien sûr nécessairement une distance. Je pense qu'à la fin, avec le temps, elle me percevait comme une des leurs. Je faisais partie du groupe, comme une des bénévoles, mais voilà, une bénévole un peu absente, régulièrement absente et pas présente tout le temps. Et je dis qu'il y a 2 petites limites dans mon enquête, je pense, en termes d'immersion. La limite, c'est que je n'ai pas eu accès aux médecins. J'étais bénévole. Je n'étais pas censée discuter avec les médecins en tant que sociologue venu de France. Et donc, tout ce que je raconte dans le livre sur la médecine militaire, c'est par le bas. C'est le point de vue des bénévoles, voire même des patients aussi avec lesquels elles interagissent. Et la deuxième limite, c'est que, comme j'étais régulièrement absente, je ne faisais pas partie du chat commun qui distribuait les tâches. Donc, on me rapportait régulièrement les séquences de discussion de ce chat sur Messenger de Facebook, mais je n'en faisais pas partie et c'était une autre limite. Alors, j'ai posé une question vraiment très naïve. Concrètement, qu'est-ce que tu faisais ? Puisque tu étais bénévole, tu n'étais pas uniquement observatrice. Concrètement, en fait, c'est un bénévolat qui ne requiert pas beaucoup de savoir-faire professionnel. Elles sont quand même amatrices du soin. C'est la surveillance des blessés. Elles sont autorisées, elles peuvent circuler à l'hôpital militaire, donc aller de chambre en chambre, recenser les besoins. L'hôpital militaire est une unité militaire. Les blessés sont interdits de sortie, donc en fait, leurs contacts sont limités. S'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent demander aux bénévoles de leur amener à partir des dons collectés ou encore d'acheter, faire des commandes et elles pouvaient acheter des choses. C'est aussi des petits gestes d'aide-soignante, aider à gérer les désagréments temporaires ou des handicaps un peu plus lourds. Et ensuite, beaucoup de soutien psychologique aussi. Sans que ça soit un soutien professionnel, c'est beaucoup d'écoute, de discussion à travers les différentes séquences, soit la permanence des bénévoles, parce qu'elles ont toujours un local à l'intérieur de l'hôpital à partir duquel elles agissent, ou ces tours de chambre, en fait, faisaient partie du travail de bénévoles. Et en fait, chacune, plus ou moins, définissait les rôles qu'elle voulait accomplir. Et de cette façon-là, moi aussi, j'ai délimité mon propre rôle, dans le sens où on n'attendait pas de moi d'agir en aide-soignante. Et je ne voulais pas intervenir sur les corps. Je me suis posé cette limite, je n'étais pas formée, j'avais peur de ne pas faire des gestes adéquats. Donc j'étais plutôt en observation dans ces situations-là, lorsqu'on faisait des tours de chambre. Mais je travaillais beaucoup à la permanence, où il fallait trier les affaires, les dons qui étaient amenés, ensuite apporter les dons dans les chambres aussi, organiser des petites collations pour les blessés, organiser parfois les sorties, aller chercher et acheter des choses en ville, et assurer la permanence, précisément aussi, permanence téléphonique et permanence physique, puisqu'il venait régulièrement dans son petit local pour discuter, tout simplement pour avoir un café, mais souvent pour trouver de l'écoute, ouais.
Et alors avant cette expérience, tu avais des expériences de bénévolat en France ou c'est la première expérience? Non, j'avais plutôt des expériences de mobilisation, de participation à des actions collectives. Mais je n'ai jamais fait de bénévolat. Au moment de l'invasion, je fais de la traduction bénévole, mais comme beaucoup d'autres, parce qu'on cherchait en février-mars des choses à faire et comment nous rendre utiles. Et je pense que ce bénévolat-là permet, en tout cas, donne une impression d'agir, d'action, de contrôle, alors qu'on n'a aucun contrôle sur les événements. Ouais. Alors pourquoi, question évidemment centrale, pourquoi as-tu choisi des femmes? Parce que dans ces bénévoles, est-ce qu'il y a des hommes? Ou est-ce que c'est extrêmement genré? Dans le groupe, bien sûr, il y a des hommes aussi, mais le groupe est organisé de façon très genrée. Les femmes sont dédiées aux soins. Elles sont socialisées ainsi aussi, puisque toutes ces qualités de bonté, d'écoute, de sacrifice sont socialisées aux femmes, attribuées aux femmes, intégrées dans leurs différents cursus et reproduites ensuite. À plusieurs reprises dans le livre, je montre à quel point elles sont imprégnées par ces valeurs très traditionnelles de genre, et qu'elles les reproduisent naturellement. Et donc, il y a une division genrée des tâches aussi. Il y a des hommes, mais les hommes, ce sont soit les époux, qui viennent régulièrement, les maris qui accompagnent les femmes et qui peuvent ponctuellement aider. Donc, accomplir les tâches assignées aux hommes, des tâches qui nécessitent parfois la force physique, parfois avoir le permis pour conduire, par exemple, les blessés à un autre lieu, déplacer les cartons. C'est une présence beaucoup plus ponctuelle des hommes, aussi une assignation à un certain nombre de tâches, mais tout ce qui est le soin, c'est assuré par les femmes. Et une fois de plus, on est dans cette division genrée des rôles, écoute, discussion, et cette situation d'interaction d'homme à homme, je pense qu'elle ne permettra pas l'expression de vulnérabilité. Des combattants blessés, par exemple, exprimer la douleur, se plaindre peut-être, demander de l'aide. Précisément, ce rôle était rempli par les femmes. Ce qui fait que quand je faisais du bénévolat, j'étais en permanence avec un certain nombre de femmes. Et donc, c'est ainsi que j'ai suivi les trajectoires de ces femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres femmes, mais elles étaient beaucoup plus présentes occasionnellement, ou pas dans le même lieu. Pour moi, dans le livre, ce qui était important aussi, c'est cette unité de lieu, puisqu'on est en permanence donc, sur le territoire de cette unité militaire, qui est le centre hospitalier médico-militaire de Kharkiv. Et alors, il y a d'autres associations de ce type qui travaillent dans cet hôpital? Non, c'est la seule association. Et c'est une association qui, jusqu'en 22, et aujourd'hui aussi, elle couvrait d'autres hôpitaux, parce que les combattants blessés de la guerre étaient affectés entre d'autres hôpitaux, celui-là également, mais ensuite d'autres hôpitaux qui avaient une spécialisation. Il y avait notamment des femmes qui accompagnaient les blessés après une amputation dans les soins prothétiques, et c'était un autre hôpital, et donc une des bénévoles y allait régulièrement, et je l'ai également accompagnée dans cet autre lieu. Mais le principal de leur occupation, de leur travail de soins, se passait quand même dans cet hôpital. Alors, elles ne sont pas toutes originaires de Kharkiv. Il y en a qui viennent d'ailleurs, d'après ce que tu expliques, leur trajectoire. Comment elles se retrouvent à Kharkiv? Il y en a plusieurs quand même qui sont nés dans les régions de Kharkiv, et donc c'est un peu la voie de promotion, tout simplement sociale, dans cette époque de fin de l'Union soviétique, puisque c'est là où ils sont socialisés, début de l'indépendance ukrainienne. Donc les études peuvent mener à Kharkiv, essentiellement, et c'est le cas de beaucoup d'entre elles. Et il y en a une, c'est plutôt sa configuration familiale change, elle épouse un homme et elle le rejoint à Kharkiv, alors qu'elle est née ailleurs, mais elle grandit à Dnipro, mais toutes se trouvent à Kharkiv en 2014. C'est peut-être là que c'est peut-être difficile de généraliser, mais c'est un point qui est absolument essentiel, c'est cette solidarité, ces solidarités que tu étudies, que tu observes et que tu nous proposes à travers cette association. On voit à quel point c'est fondamental dans l'Ukraine d'aujourd'hui, dans son identité, dans la façon dont elle tient face à la Russie. D'où elle vient comment toi tu l'analyses maintenant que tu connais bien cette société de l'intérieur? Quand est-ce que tu vois apparaître ces phénomènes-là? Est-ce que c'est Maïdan? Est-ce que c'est avant Maïdan? Est-ce que c'est la situation de cette guerre dès 2014 et puis le fait que il y a des blessés, donc concrètement comment on fait, on les accueille, Selon toi, quelles sont les explications? Je pense qu'on les voit pour la première fois, en tout cas moi je le vois depuis le moment où j'ai commencé à travailler sur l'Ukraine au début des années 2000, je le vois en 2004 au moment de la révolution orange, où on voit se déployer à la fois une mobilisation mais une occupation aussi de la place, de l'espace à Kiev, mais dans un certain nombre d'autres villes, et où il faut, pour faire vivre une place mobilisée, avec une occupation donc, de l'espace public, il faut qu'il y ait des solidarités, tout simplement. Et donc c'est à ce moment-là, je pense qu'on envoie une manifestation avec ensuite l'Ukraine, la trajectoire du pays est autre au sens où il y a moins besoin de mobilisation et donc on voit moins ce type de solidarité. Mais pour répondre à ta question, je pense que ce sont ces situations critiques qui, dans d'autres contextes, je vais à la fois expliquer la spécificité de l'Ukraine, mais aussi dire que je pense que dans d'autres contextes de crise, ces crises favorisent la participation et les solidarités des gens ordinaires, au sens où ces crises attirent par leur dynamique, par les émotions ressenties, par le sentiment d'urgence,
par l'identification tout simplement à la cause portée par une crise, un mouvement, si c'est un mouvement social. Et je pense que ces femmes qui n'avaient jamais participé ont fait partie des associations. Aucune n'a déployé une activité associative, aucune n'a été bénévole jusque-là. Aucune n'a été liée avec une cause commune. Pour elles, c'est vraiment leur premier engagement dans une cause commune de ce type-là, autour du soin aux soldats blessés. Et c'est le contexte de la guerre, la proximité du danger, les images qu'elles reçoivent et la volonté d'agir, de faire quelque chose pour avoir, comme on a dit aussi, ce sentiment de contrôle face à la situation. Et si on généralise cette situation à l'Ukraine, et au-delà de la trajectoire de ces femmes, et c'est là où je veux parler de la spécificité ukrainienne, c'est que l'Ukraine et la société telle qu'elle s'est construite, certains diront depuis très longtemps, mais ça c'est plutôt le travail des historiens, moi en tant que sociologue je le vois surtout dans les années 90-2000, les Ukrainiens ne comptent jamais sur l'État. Puisque l'État est faible, l'État est souvent absent dans ces périodes, il se construit nécessairement, il ne peut pas être fort. Dès 91, il a été dépouillé, privé de ses élites, effectivement, qui étaient intellectuelles ou encore politiques, qui étaient à un moment exterminées. Mais un État qui se construit, qui met en place de nouvelles institutions, mais qui est incapable de prendre soin des citoyens. Et donc les citoyens ukrainiens sont habitués à compter sur eux-mêmes, à se tourner vers les réseaux familiaux, vers les solidarités locales, pour faire ensemble les choses. Et je pense que ces moments critiques mettent en lumière cette capacité de la société ukrainienne à s'organiser. 2014, on a vu l'émergence de ce phénomène de bénévolat à une grande échelle, relativement grande, puisque si on regarde les chiffres, les enquêtes sociologiques menées, la participation à ce type de cause bénévole, elle augmente. Il y a un changement sensible en 2014 par rapport à la période antérieure. On le voit en 2022, en fait. Le bénévolat est devenu un peu ce modèle, puisque effectivement, un modèle de comportement en situation de crise ou face à une agression ennemie. On a beaucoup parlé du bénévolat. Les Ukrainiens connaissent les figures des bénévoles, ceux qui sont mobilisés depuis 2014. Et en 2022, ce modèle d'engagement, il est connu de beaucoup. Et donc, ce qui fait qu'en 2022, il y a un nombre encore plus important d'Ukrainiens qui investissent ces diverses causes, se mobilisent par solidarité et donc trouvent leur place, puisque la question c'est aussi qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes capacités. Et je pense que ces femmes-là, elles se sont posées cette question en 2014 aussi, est-ce que je vais aider les déplacés internes nombreux qui arrivent à Kharkiv ? Est-ce que je vais plutôt aider les militaires et donc recueillir des dons pour aider les soldats à faire les navettes, éventuellement vers les lignes de front ? Ou est-ce que je vais aider précisément les blessés ? Et c'est le choix qu'elles ont fait en 2014 et que pour une partie qu'elles assument jusqu'à aujourd'hui. Justement, tu viens de l'expliquer, mais du coup ça pose une question qui est quand même sensible, c'est l'articulation entre les institutions et ce bénévolat. Comment l'armée, par exemple, gère ces énergies bénévoles, jusqu'à quel point c'est compatible avec un État qui est encore fragile, comment on organise, comment on gère d'éventuels conflits aussi, j'imagine, d'autorité, de territoire. Je pense que c'est précisément aussi une spécificité ukrainienne au sens où j'utilise ce terme d'interstice. L'action citoyenne se déploie dans les interstices de l'État étatique, là où il y a des vides. Il y a du vide, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'action publique. C'est là où les citoyens se mobilisent précisément et remplissent ce vide. Il se trouve que l'Ukraine ne se préparait pas du tout à une guerre, où elle se préparait d'après les plans encore soviétiques tels qu'ils ont été récupérés par l'Ukraine indépendante. Et donc la guerre, en 2014, elle était attendue depuis l'Ouest. Elle n'était pas du tout attendue depuis l'Est. Si on regarde l'organisation même militaire, toute la logistique militaire telle qu'elle était organisée. Or, il se trouve que la guerre commence en 2014 et dans le chapitre 2, je crois, du livre, je parle beaucoup de l'état de la médecine militaire. Elle est en limbo. Elle est quasi inexistante, tout simplement, puisque personne ne pensait à la guerre. Et donc, on voit que cette action citoyenne se dirige notamment pour compenser toutes les failles de la médecine militaire, et c'est ce que font ces femmes. Et je pense qu'il y a vraiment des formes hybrides, puisque si on prend l'exemple de l'armée que tu as donné, l'armée fonctionne très bien aussi avec ses structures informelles qui existent aux côtés des unités plus formelles, effectivement l'armée et les unités de l'armée. Jusqu'en 2022, aujourd'hui c'est un peu moins le cas, chaque unité pouvait avoir un groupe de bénévoles qui les aidait et qui pouvait leur amener un certain nombre de biens, de produits dont ils avaient besoin. Certaines unités avaient aussi des paramédics bénévoles qui pouvaient les aider pour assurer l'évacuation des blessés. Les hôpitaux militaires jusqu'à aujourd'hui
ont ces groupes de bénévolat. Donc il y a celui de Kharkiv, mais il y en a un aussi très puissant à Lviv, à l'hôpital militaire de Lviv. Il y a un groupe de femmes qui agit depuis 2014 également et qui aide les blessés. Et donc ce lien entre l'institutionnel et l'informel est propre à l'Ukraine et à la façon dont l'État peut s'appuyer sur la société précisément dans ces moments de crise. Et la société est prête à venir en aide. Je dirais qu'en 2014, la société est venue plutôt en aide à la nation ukrainienne. L'État était mal perçu. L'État, pendant des années de corruption des élites, était perçu comme quelque chose d'étranger. Mais en 2022, avec beaucoup de réformes qui sont passées entre-temps, le redéploiement aussi des institutions, en 2022, c'est sûr que les Ukrainiens se mobilisent pour défendre l'État qui est agressé, mais aussi par-delà, bien sûr, voilà, ce lien entre nation et État, il est déjà fait également. Alors, est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a une autre question qu'on pose assez souvent et à laquelle il n'est pas forcément évident de répondre, c'est pour ça que je te la pose, c'est la frontière entre civils et militaires. Est-ce que ça contribue justement à une plus grande porosité entre les civils et les militaires, les identités même, ou pas? Je pense que c'est une illusion du droit humanitaire international et du droit international civil-militaire, et on voit à quel point ça ne marche pas dans les guerres. Mais c'est vrai qu'en 2014, on a vu une très grande fluidité des statuts, qui est beaucoup moins présente aujourd'hui, précisément parce que c'est une autre guerre, c'est une guerre à grande échelle, avec un engagement d'énormes moyens aussi. Mais la fluidité des statuts était forte si on pense notamment aux bataillons d'engagés volontaires, donc des Ukrainiens qui se mobilisent, qui se réunissent en bataillons d'engagés volontaires. Ces bataillons étaient créés par les institutions, donc par le haut, mais fonctionnaient comme des unités souvent autonomes et qui devaient s'approvisionner eux-mêmes aussi, enfin trouver les bénévoles, donc les solidarités au sein de la société pour fonctionner. Ces bataillons étaient absolument nécessaires pour permettre à l'Ukraine de résister en 2014-2015. Et par la suite, le travail qui a été réalisé dès début 2015 par l'État ukrainien, c'est de les intégrer dans l'armée. Un processus qui s'est plutôt bien passé, effectivement. À quelques exceptions près, ils ont été intégrés et sont devenus des unités aussi combattantes dans l'armée ukrainienne. Mais fluidité de statut, un bénévole qui se rend régulièrement dans la zone de front, qui peut évacuer les civils, mais qui peut aussi aller amener un certain nombre de biens, un générateur, ou encore à partir des dons, s'il achète un drone par exemple, il peut l'amener aussi à une unité militaire, ce qui fait qu'on est dans la fluidité totale effectivement de ces statuts. Mais je pense que 22 reprécise les statuts, même s'ils ne sont absolument pas respectés si on regarde la façon dont la Russie mène sa guerre contre l'Ukraine. À cause de l'intensité de la guerre, tu veux dire ? De l'invasion à grande Non, échelle. ce que je veux dire, que cette illusion de civil-militaire et de division entre civils et militaires en droit n'est absolument pas respectée. Et qu'on voit que les infrastructures civiles sont bombardées, que les hôpitaux sont bombardés, que les journalistes sont attaqués aussi, alors qu'il s'agit d'acteurs civils accomplissant un certain nombre de fonctions et qui sont censés être protégés. Alors on sait aussi qu'il y a plusieurs Ukraines. Est-ce qu'il y a des différences géographiques dans ce bénévolat ? Est-ce que toi tu en observes ? Est-ce qu'il y a des zones qui ont été plus... des territoires qui se sont plus vite mobilisés, qui se sont plus vite organisés pour le bénévolat, ou est-ce que c'est vraiment un mouvement général ? Je dirais que c'est un mouvement général et à cet égard, il n'y a pas plusieurs Ukraines, il y a plutôt des solidarités qui se mettent en place dans les différentes villes de l'Ukraine. Et 2014 a été aussi un moment fondateur, à mon sens, d'unification précisément, de nivellement des différences qui persistent encore, géographiques ou encore linguistiques, mais c'est cette communauté d'expérience de la guerre qui fait que c'est une nation qui a été forgée aussi par la guerre. Elle n'a pas choisi, elle n'a pas cherché cette guerre, mais c'est la guerre qui forge la nation ukrainienne. Et du point de vue des solidarités qui se mettent en place, on les voit se développer dans d'autres villes. On a un certain nombre d'études qualitatives aussi, d'enquêtes sociologiques qui étaient menées dans les différentes villes sur d'autres formes de bénévolat avant 2022. Il n'y a pas eu d'enquête de ce type-là depuis. Mais ce qu'on voyait notamment, c'est que à la fois un tout petit peu plus de femmes étaient concernées par le bénévolat que d'hommes, c'était autour de 53%, je pense, mais c'est aussi une division genrée de tâches, les femmes plutôt à l'arrière et les hommes mobilisés au front. On voit que c'est un phénomène plutôt relativement jeune, l'âge moyen de 35 ans pour le bénévolat. Et du point de vue régional, pour répondre à ta question, on voyait plutôt des spécialisations régionales. Le bénévolat s'est beaucoup développé dans les régions de Donetsk et Luhansk, ce qui contraste avec l'image qu'on avait, souvent négative de ces territoires, comme n'étant réprimés, enfin, en tout cas, tellement travaillés par l'expérience soviétique que, du coup, totalement dominés, soumis et incapables de se mobiliser et de mettre en place des initiatives de solidarité. Beaucoup d'initiatives d'aide
aux déplacés internes se sont développés précisément le long, à l'époque, de ce qu'on appelait la ligne de contact, donc entre les républiques autoproclamées Donetsk, Luhansk, soutenues par la Russie, et de l'autre côté, les territoires ukrainiens sous contrôle de Kiev, mais dans les régions de Donetsk et de Luhansk, les villes de Pokrovsk, les villes de Dobrapil, Kramatorsk et Sloviansk, c'était des lieux précisément d'action humanitaire et d'aide aux déplacés internes. Et beaucoup d'actions bénévoles aussi d'aide aux personnes déplacées internes, alors que l'ouest de l'Ukraine était beaucoup plus mobilisé en soutien à l'armée. Mais en termes de nombre de personnes concernées, de nombre d'initiatives, il n'y avait pas de différence régionale. Et je pense que si on n'a pas de données de ce type-là pour objectiver un peu la situation, comprendre la situation depuis 2022, mais de ce que je vois par les réseaux de bénévolat que je connais, c'est une mobilisation à grande échelle dans toutes les villes ukrainiennes. Yulia Shukhan à la librairie Ombre Blanche, jeudi 15 janvier 2026, pour la publication de son livre « Citoyenne soignante, guerre, femmes et fabrique du commun en Ukraine », en dialogue avec Natacha Laurent. Alors c'est aussi, le sujet de ton livre, de toute façon, c'est Fabrique du commun aussi, en Ukraine. Donc tu l'as dit tout à l'heure, ce qui t'intéresse, c'est les formes de politisation ordinaire. C'est un territoire qui est aujourd'hui beaucoup travaillé par les sociologues et les historiens aussi d'ailleurs, dans des situations extrêmement différentes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, justement, en fait, ces femmes, c'est leur bénévolat, d'une certaine façon, elles deviennent citoyennes par le bénévolat ? L'enquête au long cours, effectivement, je suis ces trajectoires jusqu'en 2019. Je donne des éléments ensuite sur cette période post-Covid jusqu'au début de l'invasion. Et en conclusion, je donne quelques éléments sur comment est-ce que l'invasion à grande échelle, ce qu'elle a fait au groupe et à chacune d'entre elles. Mais cette perspective longue, précisément, m'a permis de voir la transformation, puisque le bénévolat est une expérience transformatrice des personnes. Et donc, je montre comment, pour celles dont le lien à la nation ukrainienne était plus faible, il s'est renforcé à travers le bénévolat. Comment, pendant toutes ces années de leur engagement, elles sont restées à l'hôpital jusqu'en 2022, enfin en tout cas dans la période que moi je couvre, comment cette forme d'engagement les a politisées, les a rapprochées tout simplement de ce qui se passe dans le pays, alors qu'auparavant elles ne se sentaient pas du tout concernées. Et je reviens notamment sur 2 séquences électorales où on voit à quel point leur position change, puisque d'une posture de neutralité, la politique, c'est pas nous, c'est loin, on n'a aucune influence sur la politique. Elle passe à un engagement extrêmement fort au moment de l'élection présidentielle de 2019. Et sans surprise, elles soutiennent le candidat sortant, Petro Poroshenko. Pourquoi ? Parce qu'elles considèrent que c'est le seul, finalement, qui a la carrure pour résister face à la Russie. C'est celui qui a lancé un certain nombre de transformations dans les différents domaines en Ukraine, qui a contribué au renforcement de l'État ukrainien. Et donc, elle se mobilise activement dans cette campagne, elle y participe au point où ça parfois crée des situations de tension avec certains jeunes soldats blessés qui, eux, soutiennent le candidat Zelensky. Et donc, quand je dis citoyenneté, c'est à la fois ce lien des gens très ordinaires à la politique et comment elles se retrouvent dans cette campagne électorale. Mais quand je parle de citoyenneté, c'est aussi ce sentiment de pouvoir faire quelque chose pour son pays, de pouvoir participer à ce que j'ai appelé cette fabrique du commun. Qu'est-ce que c'est ? C'est comment individuellement ou collectivement, en fait, on peut améliorer les choses dans le pays. Et ce qu'elles améliorent, c'est les soins médicaux prodigués aux soldats blessés. Elles considèrent que les soldats donnent beaucoup, font acte de sacrifice, et donc la société doit les prendre en charge, les soigner, veiller à ce que les soins soient de bonne qualité, que les médicaments soient présents, qu'il y ait des équipements nécessaires, qu'il y ait une attention quasi familiale, et donc elles créent ce milieu quasi familial, elles essayent en tout cas à l'hôpital militaire. Et donc cette citoyenneté, elle peut s'exprimer de diverses façons, mais elle est vivante. Je dis une fabrique en fait en devenir, elle est transformée tout le temps, puisqu'on se sent capable ou pas capable de faire des choses en tant que citoyen. Et à partir du moment où on se sent concernées, elles sont concernées par l'état des blessés, par l'état de la médecine militaire. Chacune décide ensuite, en fonction de ce sentiment de capacité, de ce qu'elle peut faire. Je montre que certaines veulent faire des choses très concrètes. Elles se disent qu'aujourd'hui, je peux changer le quotidien de ces blessés en étant présente à l'hôpital, en veillant à leurs besoins, en réunissant les dons, en communiquant sur les réseaux sociaux.
Et elle se limite à ça. Et ça, c'est déjà être citoyen aussi. Donc par des actes qui peuvent nous paraître insignifiants en soi, mais qui ont une grande importance, surtout pour un pays en guerre. D'autres s'engagent dans une démarche autre citoyenne, deviennent un peu militantes. Et je parle notamment de la chef du groupe, qui est la plus politisée, même avant cette expérience d'engagement auprès des blessés. Elle essaye vraiment d'agir sur le politique. Elle va voir les décideurs au niveau local, elle va essayer de promouvoir la cause de son association, de les défendre. Et donc, elle exerce cette citoyenneté d'une autre façon, tout simplement. Pareil, parce qu'elle se sent capable, elle a les savoir-faire nécessaires. Et donc, chacune dans cette association exerce ce rôle de citoyenne, mais à sa façon, mais toutes contribuent collectivement à ce bien commun de soins attentifs, sans limite et de bonne qualité aux soldats blessés. Alors une autre question peut-être avant de vous passer la parole. Comment ces femmes donc, dont l'engagement finit par dévorer leur emploi du temps, j'imagine, comment elles arrivent à faire coïncider cet engagement dans un contexte de guerre à haute intensité et puis une activité professionnelle, une vie familiale? Alors j'imagine qu'elles gèrent tout ça de façon différente, mais qu'est-ce que toi tu as observé sur ce terrain-là? Je montre dans le livre aussi que le bénévolat est souvent héroïsé. Et c'est vrai, c'est une image d'engagement héroïque en contexte de guerre. C'est des gens qui donnent beaucoup, des femmes qui donnent beaucoup, qui donnent de leur temps et qui du coup prennent ce temps sur d'autres activités, sur d'autres facettes de leur vie. Et moi-même, j'ai été très impressionnée par cette forme d'engagement, très admirative. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui se passe derrière. En fait, que le bénévolat a un coût social extrêmement élevé et c'est ce que je montre aussi, avec un certain nombre de limites. Je ne voulais pas dévoiler beaucoup de choses. Mais je montre que ce bénévolat conduit à une perte d'activité professionnelle, pour beaucoup en fait. Donc, perte de ressources tout simplement. Ça veut dire un bricolage de moyens au quotidien. Et il faut trouver cette configuration qui vous permet de rester bénévole, qui accroît votre dépendance en tant que femme par rapport aux hommes, et notamment par rapport aux maris, pour celles qui sont mariées, ou encore par rapport à des aidants, les parents, lorsqu'on est mère célibataire. Et il y en a 2 d'entre elles qui sont mères célibataires et qui sont bénévoles. C'est aussi un engagement qui épuise physiquement, émotionnellement, au long cours, puisqu'elles sont régulièrement confrontées à des corps mutilés, à la mort. Elles s'attachent à force d'interactions répétées à un certain nombre de blessés, donc qui deviennent leurs amis. Et plus tard, à un moment, elles découvrent la mort aussi. Elles participent à des cérémonies funéraires de façon très régulière. Donc elles vivent aux côtés de la mort et de la mutilation. Et donc nécessairement, émotionnellement, ça épuise aussi. Ça conduit à des états d'effondrement émotionnel. Ça crée des problèmes de santé au long cours. Mais dans le même temps, l'intensité de cet engagement et aussi ce qu'il fait en fait à leur propre vie fait que, et j'ai toute une partie où j'essaie de montrer à quel point c'est difficile de s'en défaire en fait, juste d'abandonner. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on abandonne? Certes, il y a moins de blessés, la guerre est de basse intensité, mais il y a toujours des blessés. Il y a toujours des gens qui ont besoin de ce soin-là. Et donc, elles se sont retrouvées aussi dans ce piège, précisément, au sens où elles ont beaucoup perdu, mais elles ont continué à donner. Et pour plusieurs, c'était un vrai dilemme. À quel moment je me désengage? Est-ce que je peux maintenant me désengager ou non? En sachant que ce groupe, ce collectif est resté bénévole. Ce que je montre aussi dans le livre, c'est que pour certaines initiatives de bénévolat qui se créent en 2014, elles se transforment en ONG professionnelles. Ça veut dire qu'elles trouvent des fonds sur les marchés des financements internationaux, nombreux en Ukraine, en grande quantité envoyés en Ukraine dès 2014. Ces initiatives se professionnalisent, deviennent des ONG, mais peuvent se financer uniquement parce qu'elles s'occupent des civils, précisément. Et cette distinction en droit humanitaire international qui structure aussi la distribution des fonds fait que des petites initiatives que je connaissais même à Kharkiv qui s'occupaient des déplacés internes sont devenues de puissantes ONG d'assistance humanitaire aux personnes déplacées internes. Alors que là, pour le coup, ce collectif-là, c'est un petit collectif qui s'occupe des militaires. Et les militaires ne font pas partie des préoccupations de l'humanitaire international. Et donc, en fait, pendant toutes ces années, elles ont continué à fonctionner avec du bénévolat et avec des dons. Les dons collectés auprès de la population, d'abord de Kharkiv. Les Kharkiviens sont très nombreux à venir et à faire des dons, à l'échelle nationale aussi, et les liens avec la diaspora ukrainienne à l'étranger. Donc, ce qui fait qu'à la fois, elles collectaient de l'argent et des biens, et tous ces biens étaient redistribués, tout ceci était redistribué ensuite aux blessés, soit pour l'achat des équipements médicaux, soit pour le financement d'un certain nombre d'interventions chirurgicales, soit en fait quand c'était des biens matériels, donc ils étaient redistribués à l'hôpital, au personnel de l'hôpital et directement aux blessés bien sûr. C'était là-dessus que je voulais aussi, peut-être la toute dernière question avant de passer la parole à la salle, c'est la question de la connexion aux initiatives internationales justement. Alors est-ce qu'il y a que la diaspora et quel regard elle porte aussi
sur ces initiatives internationales. Est-ce qu'elles les recherchent? Comment elles les recherchent? Qu'est-ce qu'elles en pensent? Ou est-ce que le plus important, c'est le territoire national? L'international est présent à travers la diaspora seulement. Ou encore, j'évoque cette séquence, elles sont actrices du terrain et donc elles constituent une source d'information. La mission de l'OSCE vient voir régulièrement les bénévoles et discute en fait avec les bénévoles de la situation à Kharkiv, de l'état des blessés. Voilà, ces contacts internationaux avec des représentants d'États internationaux se limitent à cela. Pour ce qui est de la recherche des financements internationaux, l'humanitaire international, tel qu'il fonctionne, en fait, il fonctionne par exclusion, au sens où à la fois il y a des critères, donc civil, militaire, c'est un premier critère. Deuxième critère, c'est la professionnalisation, le professionnalisme et le savoir-faire des groupes, savoir écrire un rapport et savoir écrire une demande de financement. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Il y a des gens qui sont payés pour rédiger des demandes de financement. Et ce groupe-là a décidé tout simplement qu'en fait, elle n'avait pas elle-même ses propres compétences. Puisqu'elle travaillait avec les militaires, elle ne pouvait pas prétendre à ces fonds. Il y a eu quelques tentatives, j'évoque aussi dans le livre la Fondation papale, ils ont essayé de s'adresser au pape, qui était active d'ailleurs aussi dans l'assistance humanitaire, mais cette demande n'a jamais abouti. Et je sais que jusqu'à aujourd'hui, depuis 2022, il y a eu quelques financements internationaux qui sont arrivés à ce collectif, mais c'est des financements auxquels ils avaient postuler pour prodiguer des formations à un premier soin, ou en sécurité, en fait, comment organiser la sécurité d'un espace, et pas du tout en lien avec l'activité directe du groupe, puisque une fois de plus, on est dans ces cadres très rigides de l'humanitaire international qui se préoccupe des civils et pas des militaires. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez poser la question directement à Yulia ou des remarques, pas forcément sur le livre, sur l'Ukraine en général. Je pense qu'on peut très largement élargir. Vous avez présenté 2022 comme un moment fondateur de la nouvelle relation, si je peux dire, entre les citoyens et l'État. C'est normal, c'est le principe de toute guerre, mais est-ce qu'après Yanukovych, qui était la mafia post-communiste, donc un État contre les citoyens, donc 2014 avec Poroshenko et le premier Zelensky, est-ce qu'il y avait déjà eu un rapprochement quand même entre les citoyens et l'État? Ou est-ce que 2022 était un changement radical? Non, je pense qu'il y a eu effectivement, en 2014, la critique de l'État est très présente. On critique l'État pour sa faiblesse, pour son impréparation, pour le manque de soins aux soldats. Je le dis dans le livre, en fait, précisément parce que je vois ce changement. Et on se relaie à la nation. C'est vraiment la nation qu'on défend en tant que combattant, et c'est la nation pour la nation aussi, pour l'Ukraine. C'est dit comme ça, qu'on se mobilise en tant que femme soignante. Mais je pense que le rapprochement avec l'État se fait, pas pour ce collectif, mais pour d'autres, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives issues du Maïdan ou encore des débuts de la guerre qui quand même investissent les structures étatiques et essayent précisément, à partir de l'expérience bénévole d'approvisionnement, par exemple, des lignes de front, d'apporter un certain nombre de bonnes pratiques dans les institutions. On a eu plusieurs exemples de ce type-là en 2016, où les bénévoles de l'époque, notamment ceux qui étaient en lien des lignes de front, qui ont été recrutés à des postes de responsabilité dans les appareils de l'État et qui ont contribué aux réformes. Et donc je pense qu'à ce moment-là, ce lien commence à se construire à l'État. Et on peut dire que la société civile ukrainienne, à la fois les associations très informelles comme celles que j'analyse, ou d'autres beaucoup plus organisées, plus formalisées, contribuent nécessairement à la transformation de l'État par ce pouvoir d'impulsion, de plaidoyer, d'initiative, par la réforme. La société civile, jusqu'à aujourd'hui, est porteuse de réformes et il essaie de mettre la pression sur l'État, précisément par diverses formes, en bâtissant des coalitions pour améliorer un certain nombre d'administrations, de services. Pour vous donner un exemple, toujours sur le soin, en 2022, on a vu se constituer une association qui, à l'échelle précisément de plaidoyer citoyen et de pression sur les administrations, essaye de changer la prise en charge médicale des blessés, défend les droits des combattants blessés et qui a fait beaucoup de choses déjà à partir de 2022, simplifier un certain nombre de procédures de prise en charge, procédures de reconnaissance des handicaps, etc. Je dis souvent que dans la société, on voit deux formes d'engagement, soit dans la réparation immédiate, concrète, à partir des dons, on va réparer. Là, on voit qu'il y a des failles. Soit dans la réforme, et c'est une autre forme d'action, donc on va être plutôt dans la proposition de projet, dans le plaidoyer. Et comme j'ai dit, dans le collectif que j'ai suivi, l'initiatrice, celle qui a mis en place Sœurs de la Miséricorde, elle est dans cette démarche. Elle essaie, à l'échelle très locale, de défendre la cause, la prise en charge des blessés, et sa vision
de la façon dont la réadaptation, par exemple, post-démobilisation devait se faire. Et elle essayait de promouvoir ce projet en 2019. Elle a échoué parce qu'il y a eu un changement de pouvoir à l'échelle nationale, après les élections de 2019 et locales aussi. Mais elle avait ce projet qu'elle cherchait à apporter à l'attention des décideurs. Bonsoir. Natacha, vous pouvez? Si vous voulez, je peux vous aider, vous traduire ou non, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Oui, mais allez-y, oui. Exact. Vous pouvez russe ou ukrainien, comme vous voulez. Malheureusement, russe. Я хотела задать следующий вопрос. Ну, во-первых, спасибо огромное. Вот. Во-вторых, вот то, что вы сейчас рассказывали, мне открыло некоторое новое видение. Дело в том, что когда война началась, это стало, конечно, для многих украинского движения. Donc la question, c'est autour du bénévolat et des formes de bénévolat qu'on voit se déployer en Ukraine. Cette analyse telle que je l'ai développée pourrait être valable pour la Russie également et pour le mouvement bénévolat en Russie qui a grandi avec le début de la guerre. А вы говорили про войну в 22-м, да? Или в 14-м тоже? Donc des formes d'engagement bénévole, également beaucoup de femmes russes impliquées et aussi un engagement en solidarité avec les lignes de front, mais du côté russe. Et donc la question telle qu'elle a été posée, si le mouvement bénévole prend origine notamment dans les régions de Donetsk et de Lugansk, est-ce que ça serait une réplique de ce mouvement en Russie, dans ce cas-là, un prolongement en quelque sorte? Mais j'ai jamais dit que le bénévolat est né dans les régions de Lugansk et de Donetsk. Je pense que ces formes de bénévolat telles qu'on les saisit se déploient surtout sur le Maïdan. Enfin, en tout cas, moi, en tant que sociologue, je commence à les observer, ces formes d'engagement, dans les mobilisations collectives. Et puisque c'est des mobilisations collectives en Ukraine, à la différence de la Russie, qui occupent une place et qui peuvent rester longtemps sans être délogées par les forces de l'ordre, il se trouve que même les régimes les plus autoritaires ukrainiens ne parvenaient pas à supprimer cette force de mobilisation de la société. Ces formes de solidarité et d'engagement au long cours, moi je les ai vues là, à ce moment-là. Et ensuite, ça s'est déployé dans le contexte de la guerre à l'est de l'Ukraine, à l'échelle ukrainienne dans toutes les régions. On avait, pareil, un certain nombre d'enquêtes. L'Ouest était concerné en premier, ensuite l'Est, et ensuite les deux territoires qui étaient moins concernés par les formes de bénévolat, c'était le Sud et le Nord, en fait, de l'Ukraine. Mais l'Est et l'Ouest, alors qu'on a tendance à les opposer, enfin, en tout cas, pendant très longtemps, on a construit ce mythe des deux Ukraines opposant Est et Ouest. Dans les deux parties, des formes de mobilisation étaient présentes. Et après, si vous voulez faire cette comparaison, je n'ai pas étudié le mouvement de bénévolat en Russie. Je connais beaucoup moins, ou presque ne connais pas la société russe. Je ne travaille pas sur la Russie. Je pense qu'on peut trouver, à partir de ce cas tel que moi je l'ai analysé, des caractéristiques communes au sens où, effectivement, les femmes étant socialisées dans ce rôle d'aidante, les femmes vont être nombreuses à s'impliquer dans les formes de bénévolat et notamment dans le soin. Et ensuite, des formes d'engagement de proche en proche qui sont propres à toute société. À partir du moment où vous avez un mari qui est mobilisé, vous allez vous impliquer aussi. Vous allez mobiliser vos réseaux de connaissances, vous allez réunir des dons, vous allez essayer de l'équiper quand il est envoyé par l'État sur les lignes de front. S'il est porté disparu, vous allez vous mobiliser, peut-être vous relier avec d'autres femmes dans la même situation, peut-être fonder une association, peut-être essayer d'engager et de déployer un certain nombre d'actions communes. Et après, la différence va venir dans la façon dont vous êtes perçu par le pouvoir en tant que citoyen et citoyenne qui s'engagent, se mobilisent pour, de ces relations de proches, essayer de bâtir l'action commune. On le voit qu'en Ukraine, ça a toujours été possible, même sous le gouvernement les plus oppressifs. On voit comment en Russie, c'est compliqué à partir du moment où ce proche entre en tension avec le politique. Si vous restez dans les solidarités juste familiales, peut-être même locales, communautaires, mais que vous ne contestez pas le pouvoir central, vous pouvez continuer à faire votre bénévolat en Russie. Mais à partir du moment où vous portez une critique à l'égard de l'État central, ou encore plus à l'égard du chef de l'État, nécessairement, vous êtes disqualifié, quelle que soit votre aide, même si vous aidez l'armée russe et les soldats de l'armée. Et la grande différence, c'est là précisément, pas du point de vue de ses capacités de proche en proche à s'organiser, à aider les siens, mais plutôt, je pense, dans ce rapport à l'État, et peut-être même attente de l'État aussi, des choses qu'on peut obtenir de la part de l'État. Oui, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre lien avec l'Ukraine? Parce que vous avez donc parlé d'une immersion, mais on a l'impression que cette immersion, vous n'êtes pas au départ. Je ne suis pas ukrainienne. Oui, mais justement, alors peut-être quel est votre lien plus personnel, peut-être, avec l'Ukraine?
C'est un lien qui s'est construit au long cours. À partir du moment où on travaille sur un terrain, on l'investit nécessairement, on voyage dans le pays, on essaie de mieux comprendre la société. Ma rencontre avec l'Ukraine c'est une occasion, une incitation qui est venue de mon directeur de thèse de l'époque, de Nicolas, en sachant que j'ai de la famille en Ukraine. Du côté de ma mère, ma tante, mes cousins sont en Ukraine et ukrainiens, et donc j'avais ce lien familial, mais je n'avais pas de lien professionnel, et c'est au moment où j'ai commencé mon doctorat au début des années 2000, mon directeur de thèse m'a incité à faire de la comparaison et à prendre le cas du Bélarus, d'où je viens, et l'Ukraine. Et mon rapport à l'Ukraine s'est construit petit à petit, et c'est surtout au long cours, à force de voyager. Et je considère que faire du terrain en sociologie, c'est aller à la rencontre des gens, discuter avec eux, se déplacer dans le train, avoir de longs échanges avec les personnes, essayer de suivre les différents phénomènes qui émergent dans la société, vivre dans le pays, rester le plus possible. Et donc, c'est au fur et à mesure que mon lien se construit, à la fois les liens amicaux, les liens professionnels. Et ces expériences d'immersion ont certainement contribué aussi à une meilleure connaissance de ce terrain. On a organisé beaucoup d'écoles d'été, d'événements. On a essayé de faire parler de l'Ukraine même avant, en 2014, dans le cadre de différents événements qu'on avait co-organisés avec des collègues. Des collègues en Ukraine, mais aussi des collègues venant d'autres pays, Canada, France, Grande-Bretagne. Bonsoir, je voulais vous faire part de mon ressenti de votre présence ici et vous en remercier énormément parce que quand la guerre en Ukraine a commencé, le peuple de France s'est levé comme un seul homme, a prononcé son indignation, sa révolte, etc. Et petit à petit, ça devient de plus en plus discret. C'est la nature humaine, on s'habitue, puis après on est indifférent, inconsciemment. Mais on est véritablement comme ça. Et il est important que des personnes comme vous viennent nous réveiller parce que une information chasse l'autre. Aujourd'hui, c'est l'Iran, le Groenland, la dernière déclaration de Trump. Et puis après, ce sera autre chose. On n'entendra plus parler de l'Ukraine. Et l'Ukraine est toujours dans la souffrance. Merci pour votre intervention. Je veux dire qu'on est plusieurs à travailler sur l'Ukraine depuis très longtemps et on a déjà vu ce phénomène de désengagement. En 2014, il y a eu une mobilisation, certes de moindres ampleurs, mais il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup d'investissements, des formes de solidarité aussi qui existaient, intérêt médiatique par exemple, énorme aussi. Et c'est vrai que les journalistes ont de plus en plus du mal avec plus la guerre dure, ils ont de plus en plus du mal à raconter la guerre, à garder l'attention, à attirer l'attention sur une guerre. Un événement, une autre guerre va chasser celle-là. Et donc ce qui fait que à partir de 2016, on était un peu les rares personnes à continuer à parler de l'Ukraine et à continuer à aller à travailler en Ukraine. Et on a vu ce regain d'attention en 2022, bien sûr de solidarité aussi. Mais donc c'est comme vous le dites, c'est des phénomènes naturels, mais c'est important d'avoir des engagements conséquents. Et c'est à la fois un engagement professionnel, puisque je continue à faire des recherches, je continue à aller en Ukraine malgré les difficultés. Et c'est un engagement, certes, c'est une relation qui se construit avec l'Ukraine au fil du temps. Oui. D'abord, merci beaucoup, effectivement, parce qu'on n'en dit jamais assez, et on n'en sait jamais assez sur la façon dont fonctionnent ses proches voisins, dont on s'est senti solidaire. Et je ne crois pas que ça soit simplement un phénomène d'indifférence ou de peur. Il y a aussi quand même la profonde conviction, je me semble, en tout cas peut-être les cercles amicaux que je fréquente, mais pas seulement, qu'il y a quelque chose de nous qui se joue en Ukraine. Là, quand même, pour ça, l'indifférence après 2014 n'a pas du tout la même saveur de nos jours. Il y a quand même en profondeur, et c'est peut-être pour ça que la peur peut prendre, parce qu'on sent aussi que ça nous concerne beaucoup plus, et on est devenu un peu ukrainien aussi, que je veux dire par la sensibilité à ce qui se passe en Ukraine. Ça, c'est une première remarque. Ma question pour porter sur autre chose, est-ce qu'on peut dire que c'est la guerre qui a fait de la société ukrainienne une société nationale, est-ce qu'on peut le dire? Et est-ce que vous avez pu observer, comme sociologue, et moi ça me passionne comme historien, la façon dont ça a fonctionné? Parce que vous dites bien que vous avez une partie de la famille bélarusse et une en Ukraine, et désormais des sortes de frontières de construction se sont opérées, qui peuvent être poreuses, qui peuvent être d'adhésion ou de rejet, etc. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous en avez dit, c'est justement que cette société s'est construite comme société nationale, mais peut-être qu'elle l'était fortement avant, et donc quel est le rôle de la guerre et comment ça a pu fonctionner. Voilà, j'étais trop long, mais c'était ça l'idée.
Merci et de votre remarque et de votre question. Peut-être d'abord juste par rapport à votre remarque et ma contribution aussi à cette discussion, ce que je vois chez les étudiants, par exemple, et étudiantes, c'est qu'elles considèrent qu'on a été trop solidaire avec l'Ukraine, au sens où on ne l'a pas été assez avec d'autres causes, et que l'Ukraine se trouve en situation privilégiée. Je le vois beaucoup auprès des étudiants qui mettent en compétition les causes, malheureusement. Et du coup, reprochent souvent, c'est un reproche implicite qui est présent de privilèges, c'est parce que c'est la race qui fait la différence. Et j'essaie de lutter aussi contre ce type de discours qui sont extrêmement présents et surtout contre-productifs, de mettre les causes en compétition. J'ai entendu beaucoup de discours, notamment sur l'exil, les conditions d'accueil. Il se trouve que pas mal de mes étudiants travaillent sur ces questions d'exil en France, sur les migrations, et donc font des comparaisons, là où plutôt il faudrait réfléchir en termes d'accueil et de qualité, d'hospitalité telle qu'on l'offre en France. Et par rapport à votre question, je pense que cette nation, elle se construit petit à petit dans les différentes crises telles qu'elle a rencontrées. Et à cet égard, je pense que la révolution orange a été un moment aussi fondateur. Certes, elle n'a pas concerné cette révolution l'ensemble du territoire. Ce sont les minorités aussi souvent qui font les révolutions, les minorités actives, mais ça a été un moment fondateur pour beaucoup de personnes au-delà de ce noyau mobilisé à Kiev, ailleurs en Ukraine. Et je pense qu'après, c'est Maïdan, bien sûr, 2014, et là où c'est difficile de faire la séparation, puisque Maïdan est immédiatement suivi par la guerre. Et donc, ces dynamiques de crise, et la société ukrainienne vit en guerre depuis 2014. Certes, encore une fois, c'est incomparable 14 et 22 en termes d'intensité de la guerre, mais c'est des dynamiques qui travaillent en profondeur cette société depuis 2014, ce qui fait que des segments qui n'étaient pas touchés jusqu'en 22, et j'en parle dans le livre, à quel point ces femmes mobilisées à Kharkiv se sentent seules parfois. En 2017, 18, 19, la société vit ailleurs en fait. Elle est loin de la guerre, elle est fatiguée de la guerre, elle ne veut plus entendre parler de la menace qui pourrait venir en fait, de nouvelles hostilités, nouvelles attaques venant de la Russie. Et elles vivent dans cette idée que ça viendra. C'est juste, ça prend du temps. Mais un jour ou l'autre, la Russie, et d'ailleurs je commence par cette citation, agressera l'Ukraine à grande échelle. Il y aura une agression à grande échelle. Et ensuite, en 2022, même ces gens qui ne se sont pas sentis jusque-là concernés, qui ne sont pas projetées dans cette nation en armes, elles se mobilisent aussi à différentes échelles avec tous les phénomènes qu'on a vus, à la fois d'engagement combattant volontaire et des formes de bénévolat qui se sont multipliées à l'échelle du pays, avec aussi ce qui renforce cette dynamique depuis 2022, c'est l'aspect existentiel de la guerre aussi. Bien sûr, c'est une guerre existentielle pour la nation ukrainienne et les Ukrainiens le savent. Et les messages qu'ils essaient de nous envoyer, que c'est certes existentiel pour eux, mais c'est aussi existentiel pour nous en Europe. Et là, je ne suis pas sûre que le message parvient. Bonsoir. Là, je vous remercie beaucoup de ce que vous nous avez raconté. Je veux dire, c'est que je pense que si les gens se détournent parce que, de leurs préoccupations, on dit la peur parce qu'on voit les bombardements à la télé, en chaîne continue, mais on n'a pas vraiment une notion, comme vous, le travail que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez fait un travail au plus près des gens, au plus près du peuple, de la nation. Et en fait, on est sensibilisé, par l'humanisme qui se dégage. Et en fait, les chaînes de télé européennes et françaises ne parlent souvent que de la guerre au sens militaire. On est moins sensible, si on est sensible d'un point de vue par rapport aux dégâts sur les gens, sur le peuple, mais on n'a pas la sensation, comme vous, le travail que vous avez fait sur la réalité vraiment de ce qui se passe, quoi. Voilà. Natacha a dit incarner pour le livre, merci. Mais je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important, en tout cas, de raconter l'histoire à travers des personnages auxquels on peut s'identifier. Je l'ai moins fait dans ce livre, c'est vraiment un ouvrage académique, même si, merci, tu l'as trouvé quand même incarné. Je l'ai beaucoup fait pour Génération Maïdan. Je suis sortie des cadres académiques et j'ai créé un livre qui est structuré par un certain nombre d'interrogations sociologiques sur la société, mais c'est une série de portraits, de séquences telles que je les avais saisies du Maïdan jusqu'au début de la guerre. Et en fait, mon idée, c'était celle-là. C'est en lisant l'histoire d'un jeune manifestant sur Maïdan, un jeune ou une jeune personne en France va se dire « Mais moi, dans cette situation, je pourrais être là aussi. Enfin, s'il y a une mobilisation, je pourrais accomplir ce rôle-là. » Et donc, je l'ai écrit comme ça, à travers une série de portraits. Et ici, c'est présent, puisqu'on continue à suivre ces femmes, leurs pratiques, leurs trajectoires. Mais l'ouvrage n'est pas structuré en tant qu'une série de tableaux ou de récits de vie. Natacha, est-ce que tu as une dernière question, toi, ou je pense qu'on a fait le tour. Je voulais vous remercier. En tout cas, merci de votre présence et merci Yulia Shoukan encore une fois. Et merci pour l'invitation. Ouais.
Aussi, merci à Natacha Laurent qui a fait l'animation aujourd'hui. Et vous rappelez que le livre est disponible à l'accueil de la salle si vous souhaitez vous le procurer. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. L'ouvrage de Yulia Shukhan, Citoyenne soignante, guerre, femmes et fabrique du commun en Ukraine, est publié aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée jeudi 15 janvier 2026 et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Що лиш за хвилини народжує ранок, лине одразу в ніч. Я тобі даю, я тобі даю. Зі мною пульсує, раптом гальмує і хвилює тим, інколи місто за мною сумує, спокій дарує, бо тут є мій дім. Там моє місто знає, про мене все знає, про безліч протиріч. Місто ніколи не засинає, на мене чекає, знає з усіх облич.